Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Un an après la terrible attaque du Hamas sur Israël, chaque jour livre son terrible lot de victimes de chaque côté du conflit. Alors, comment analyser cette situation et surtout revenir en arrière avec un regard historique? On en parle avec notre invité dans quelques instants. Alors qu'une dernière étude pointe le temps d'écran alarmant des enfants, on a décidé de vous présenter un jeu qui a pour but d'apprendre justement à limiter le temps passé sur ces écrans. Ce sera avec notre invité en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotiard vous emmène en Chine où la jeunesse se manifeste d'une façon assez curieuse, vous le verrez. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la motion de censure qui devrait être présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le nouveau Front populaire. Oui, ce devait être un grand jour pour le Premier ministre Michel Barnier. L'alliance de gauche du nouveau Front populaire, désapprouvant, je cite, la négation du résultat des législatives, demandait le renversement du gouvernement. Mais la motion de censure n'a finalement pas été retenue à l'ordre du jour par les présidents de groupe. Prochaine étape, la présentation du budget de l'État et de la sécurité 2025 ce jeudi par le Premier ministre. On continue ce journal avec Jean-Luc Mélenchon qui appelle à brandir des drapeaux palestiniens de partout, c'est le terme, et ce, le mardi 8 octobre. Soutenir la bande de Gaza et le Liban, voici le souhait du fondateur de la France insoumise qui a appelé les Français à, je cite, mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible. Patrick Metzel, président de l'enseignement supérieur, demande le maintien de l'ordre afin de prévenir les revendications qui iraient à l'encontre des principes de neutralité et de la laïcité. Et on se rappelle notamment des manifestations qui avaient lieu en mai dernier devant Sciences Po Paris. Jugeant cette décision abusive, Jean-Luc Mélenchon précise sur son compte X, le ministre de l'Enseignement supérieur a écrit une lettre pour demander qu'on ne parle pas de Gaza à l'université parce qu'elle est laïque. C'est un abus de pouvoir. Parler de géopolitique n'enfreint pas la laïcité. Je demande à la jeunesse de ne pas accepter cet interdit. Pour François Hollande, qui s'est exprimé ce lundi sur TF1, ce sont les drapeaux français que l'on doit porter dans les lieux publics. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, juge les propos de Jean-Luc Mélenchon inquiétants. Ce lundi, des étudiants de l'Université de Strasbourg ont manifesté en soutien aux Palestiniens, taguant sur le mur du bâtiment « Un an de génocide, un an de résistance », déposant devant les portes une banderole où l'on pouvait lire « Coloniser est un crime, résister est un droit ». Et on se rend à Marseille où un adolescent de 14 ans est accusé d'avoir tué un chauffeur de VTC après avoir été recruté comme tueur à gages. Cet adolescent est actuellement placé en détention provisoire dans le quartier pour mineurs d'une prison de la région. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs, acquisition, détention et transport d'armes de catégorie B par au moins 2 personnes, a précisé Nicolas Bessonne, procureur de Marseille. Pour rappel, depuis sa cellule près d'Aix-en-Provence, un homme de 23 ans soupçonné de provenir du gang DZ Mafia avait recruté sur les réseaux sociaux et missionné l'adolescent de 14 ans à tuer un membre venant du clan des Blacks afin de venger le meurtre d'un adolescent de 15 ans mort 2 jours plus tôt. L'adolescent de 14 ans avait été arrêté vendredi dernier après avoir tué un chauffeur VTC d'une balle en pleine tête. Pour cause, le refus du chauffeur de le déposer, lui et un autre jeune, près de leur cible alors qu'il le menaçait avec une arme. Voici ce que disait Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, dans le journal de 20h sur Europe 1. On est dans un film d'horreur, mais celui-là, quand même, il est un peu plus sordide que les autres. Et c'est bien ça qui nous inquiète, parce qu'on a des gamins de 14 ans commandités par des gens qui sont pas non plus très vieux, qui sont en prison et qui promettent des sommes folles d'argent. Ils prennent au plus offrant, ils prennent à celui qui accepte. En fait, ils mettent une annonce, c'est une agence intérimaire. Ils mettent une annonce et le plus offrant, se propose. Et puis, une fois qu'il y a des échanges avec le commanditaire, s'il considère qu'il est sérieux, qu'il est en capacité de le faire, il embauche à lui, qui viennent de Grenoble, de Dijon, d'Avignon ou de Marseille. C'est plus du tout des cas isolés. Ça fait longtemps qu'on dit aussi avec Alliance que les mineurs, dans les trafics de stup, il y en a beaucoup. Depuis, l'adolescent de 14 ans a précisé qu'il s'agissait d'un tir accidentel et a reconnu l'homicide. Le meurtre d'un adolescent de 15 ans parvenu 2 jours plus tôt et qui avait reçu 50 coups de couteau et fut brûlé vif semble être en lien. Une nouvelle étude sur l'éducation numérique des enfants français est parue et montre que les parents ne se sentent pas assez soutenus dans l'éducation numérique de leurs enfants. Les écrans occupent une place de plus en plus importante dans la vie des enfants, principalement en raison de l'utilisation accrue des smartphones, pas
par les jeunes. Voici ce que révèle l'étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique réalisée par Ipsos Média. 11 ans et 4 mois, c'est l'âge moyen des premiers téléphones, 9 ans et 5 mois pour une tablette. Quelques chiffres que révèle cette étude. 70% des enfants de 7 à 17 ans utilisent Internet au quotidien contre 4 heures en week-end et durant les vacances. Depuis 2021, les parents se sentent mis de côté face à l'éducation numérique de leurs enfants. 46% en 2021 contre 53% cette année. Voici ce que disait Thomas Romer, directeur et fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, ce matin au micro de France Info. On est dans la continuité de ce qu'on constatait en 2021, c'est-à-dire une difficulté quand même globale des adultes à apprécier la réalité du temps passé, même s'il est vrai que pour nous, le temps passé n'est pas forcément la donnée la plus intéressante d'un point de vue éducatif, et c'est ce qui nous incite à dire aux parents de s'intéresser plutôt à ce qui se passe à l'intérieur des écrans, plutôt qu'à être des simples régulateurs du temps passé. On est dans une grosse contradiction, on équipe les enfants de plus en plus tôt, on voit qu'ils y passent un temps conséquent, mais derrière, on voit clairement également un manque d'intérêt des adultes pour ce qui s'y passe, ce qui peut induire des prises de risques chez les jeunes, mais ce qui ne facilite pas non plus la mise en place d'un cadre éducatif qui soit cohérent. Dernière information à retenir, parents et enfants trouvent passer moins de temps sur leurs écrans alors que la pause numérique fut instaurée en cette rentrée dans les écoles et les collèges. Reste à voir si cette mesure sensibilisera les élèves dans leur utilisation des smartphones. On se rend en région PACA désormais, où le pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle organise la formation Susciter le goût du cinéma chez les 15-25 ans. Les 20, 21 et 22 novembre, le pôle Image Cannes Cinéma, la direction régionale des affaires culturelles PACA et l'Académie de Nice proposent un accompagnement à tous les acteurs de l'éducation au cinéma, à l'image et aux pratiques audiovisuelles. Objectif, initier les jeunes au cinéma en parcourant les œuvres cinématographiques, tout en convoquant l'œil des jeunes sur les nouveaux formats. Quelques exemples de conférences, retour d'expérience sur les pratiques audiovisuelles des jeunes, table ronde de constats partagés sur la transmission du cinéma aux 15-25 ans, ou encore rencontre avec la K-Culture. Date limite d'inscription le 30 octobre. Toutes les informations et les inscriptions sont à retrouver sur le site culture.gouv.fr, onglet Actualité. Et on conclut ce journal avec le prix Nobel de physique qui a été attribué ce matin à 2 chercheurs pour leurs travaux sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Les 2 lauréats du prix Nobel de physique de cette année ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des puissants systèmes d'apprentissage automatique d'aujourd'hui. Voici ce qu'a annoncé le jury ce matin. C'est donc l'Américain John Hopfield et le Britanno-Canadien Geoffrey Hinton qui ont reçu le prix Nobel de physique pour leur avancée en matière de réseau de neurones, ce qui permet de faire avancer les questions d'intelligence artificielle et l'apprentissage des machines. Demain sera annoncé le prix Nobel de chimie. Merci beaucoup Louisa. 1 an plus tard et des drames quotidiens, une situation qui s'enlise à l'international et une solution à 2 États qui semblent s'éloigner toujours plus. Véronique Corgibet, journaliste et autrice de Israël-Palestine, une terre pour 2, livre coécrit avec Gérard Dautel. On en parle tout de suite avec elle. Véronique Corgibet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez enseignante, vous étiez enseignante, vous étiez également journaliste et vous êtes désormais auteur d'ouvrages documentaires pour la jeunesse et surtout autrice de Israël-Palestine, une terre pour 2, paru chez Actes Sud Jeunesse. Alors on va parler bien sûr en ce 8 octobre de ce drame du 7 octobre et de l'impact de ce drame. J'aimerais citer l'historien Vincent Lemire qui était sur France Inter hier matin et qui disait « L'éducation, c'est la clé pour comprendre et parler de ce conflit, un conflit qui perdure, y compris en France avec la fracture politique que l'on connaît. » J'aimerais qu'on l'écoute s'il vous plaît. Ce qui se passe depuis le 7 octobre, évidemment, je me retrouve entièrement dans ce qui vient d'être dit, à participer de cette explosion, de cette libération de la parole et des actes antisémites. De ce point de vue-là, les paroles de Jean-Luc Mélenchon, pour le nommer, sont catastrophiques, sont scandaleuses, sont indignes. L'antisémitisme résiduel, dans le contexte dans lequel on était au printemps, c'était, de mon point de vue, absolument indigne. La réponse, c'est l'éducation, c'est la pédagogie.
La réponse, c'est l'éducation, c'est la pédagogie. C'est l'information, c'est en parler, c'est remettre en perspective, analyser, synthétiser, remettre dans les contextes historiques, géographiques, politiques et internationaux et discuter et toujours argumenter. Et peut-être connaître aussi les faits effectivement historiques qui ne remontent pas il y a 70 ans comme le disent beaucoup, mais il y a bien plus longtemps et on va revenir ensemble parce que finalement aujourd'hui on a l'impression que c'est clanique, c'est-à-dire qu'il faut être pour l'un ou pour l'autre. Alors c'est ça la problématique essentielle, c'est de sortir de cette dichotomie, on est dans quel camp, on est pour lesquels, et c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, évidemment pas si simple que ça d'avoir l'information dans un contexte où les journalistes sont les journalistes indépendants, enfin extérieurs au conflit sont interdits et c'est donc un problème d'information essentiel. Il y a cette attaque dramatique du 7 octobre, évidemment, dont on a beaucoup parlé hier pour la commémoration de ces 1 an. Mais il y a aussi cette horreur qui ne s'arrête pas au 7 octobre. Et c'est ce que dit Dov Alphon, qui est le directeur de la rédaction de Libération. Il parle d'un jour sans fin. Il disait hier, justement, que cette horreur et l'héritage de cette horreur ne cesse de continuer puisque ce conflit perdure, continue, se déplace de région en région, tout autour d'Israël qui, on connaît sa situation géographique, est très impliquée. Est très impliquante. Et donc, Dov Alphon disait que c'était extrêmement impossible de sortir de cette sidération qui a attaqué tout l'État d'Israël. C'est bien là le nœud du problème. Comment répondre à une sidération? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Israël a mis 1 jour ou 2 à répondre, puisqu'il y avait trop de drames. Et la réponse a été une réponse, hélas, qui n'a pas été, à mon avis, semble-t-il, suffisamment posée, puisque c'est une réponse qui relève de la vengeance et qui relève de vouloir venger un drame épouvantable, bien sûr. Oui, une réponse effectivement absolument sanglante. On aurait même dit un piège finalement tendu par le Hamas. Exactement. Le Hamas a eu une action tout à fait glorieuse, puisque pour la première fois dans l'histoire de ce conflit Hamas-là, dans l'histoire de la violence du Hamas, ils n'ont jamais réussi une attaque aussi puissante, avec autant de dégâts, avec la possibilité de passer à travers ce mur qui avait été construit et qui était censé être étanche. Et c'est bien là que Israël n'a eu qu'une réponse possible. Ça a été une réponse avec le cœur, avec le ventre, et qui n'est pas une réponse politique, mais qui est une réponse instinctive. Alors, ce qui va faire la différence aussi avec d'autres attaques sanglantes comme le 11 septembre ou bien sûr le Bataclan, les attentats du Bataclan, c'est la prise d'otages. Est-ce que c'est aussi ça qui fait basculer le conflit? Alors, tout à fait. Surtout que Israël a une relation avec les prises d'otages et avec ces citoyens qui sont pris par l'ennemi, qui est extrêmement affective. C'est-à-dire que dans l'histoire d'Israël, jamais Israël n'a laissé un de ses soldats, un de ses citoyens, toujours prisonniers. Il y a des otages français aussi. Hein. Il y a des otages français binationaux. Oui, binationaux. Et d'ailleurs, la France est le seul État qui a autant d'otages binationaux parmi les otages. Et Israël s'est toujours débrouillé au prix de négociations très fortes et très puissantes à libérer ses otages. La dernière négociation qui a été la plus médiatique, c'était un de ses soldats, le soldat Shalit, qui avait mis 5 ans, les négociations ont duré 5 ans, mais le soldat a pu rentrer avec un échange de 1000 prisonniers, dont Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas en ce moment. Oui, et qui apparemment serait encore en vie d'après les informations qu'on a aujourd'hui. Oui. Attentat donc, du 7 octobre, attentat le plus meurtrier depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis la Seconde Guerre mondiale? Depuis toute l'histoire de ce conflit, jamais un attentat n'a été aussi meurtrier pour les Israéliens. Jamais.
2000 à 3500 combattants islamistes ont pénétré sur le territoire israélien, faisant 1400 morts du côté israélien. Encore, les chiffres sont toujours discutés entre 1250 et 1400. Tout ça en quelques heures. 240 civils et militaires, dont plusieurs Français, je le rappelle, ont été pris en otage. La violence de l'attaque terroriste du 7 octobre a choqué énormément les Français, mais la riposte aussi israélienne a également beaucoup indigné de partout. On parle de plus de 40 000 morts à Gaza et la guerre qui se poursuit maintenant au Liban. Cette guerre, et vous y consacrez un chapitre dans votre livre, je le rappelle, Israël-Palestine, une terre pour deux, paru chez Actes Sud. Est-ce que cette guerre, un jour, et pardon cette question, mais est-ce qu'elle peut avoir une fin ? Alors, elle aura une fin à partir du moment où on remettra du politique et des objectifs politiques aux actions de guerre. Pour l'instant, et surtout dans les dernières périodes, il y a toujours eu une réponse à une attaque. Et tour à tour, certaines opérations de guerre ont toujours fait succession à une précédente attaque, qui sont soit des attaques terroristes, soit des attaques d'État. Du point de vue d'Israël, ce sont des attaques d'État. Du point de vue du Hamas, ce sont des attaques terroristes. Et donc, il y a toujours eu une réponse qui ressemble un peu à ce qui s'est passé après le 7 octobre, qui sont des « je me venge de ce que tu m'as fait ». Et la vengeance appelle une nouvelle riposte qui appelle une nouvelle vengeance. Mais ça veut dire quoi quand vous dites politique dans ce cas ? Parce qu'il y a eu énormément d'accords qui ont été tentés, signés, puis abandonnés, puis réfutés. Alors, je reviendrai sur les accords, mais remettre du politique, c'est remettre des intentions. Qu'est-ce qu'Israël veut faire ? Est-ce qu'Israël veut sortir tous les Palestiniens du territoire qu'il estime être le sien et juste ? Est-ce qu'ils veulent ou ne veulent pas un État partagé ? Est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ne veulent pas chacun son État ? Que veulent-ils faire de leurs voisins ? Mais ce sont les discussions qui ont lieu en ce moment. Alors, ce sont toujours des discussions avec des accords pour tout de suite, mais pas pour quelques années, pas pour quelques décennies. Vous voyez ? L'historien que je citais à l'instant, Vincent Lemire, disait toujours sur France Inter hier, il faut distinguer les intérêts des autorités dirigeantes de celles des civils. On peut dire que les autorités ne défendent pas les sociétés civiles, c'est-à-dire Netanyahou ne défendrait pas les intérêts finalement de la société civile israélienne, Sinwar les intérêts de la société civile palestinienne, pareil pour le Hezbollah avec le Liban. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense qu'il a tout à fait raison. On a l'impression que les deux chefs d'État, enfin les deux chefs de file des Palestiniens et des Israéliens travaillent pour leur propre survie. Chacun a sur la tête en ce moment un mandat d'arrêt de l'ONU et de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Donc tous les deux, si la guerre s'arrête, si la paix s'installe, que deviendront-ils ? Leur propre intérêt est de continuer. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a pour l'instant intérêt à continuer la guerre. La riposte avec les beepers qu'il a mis en place sur le Hezbollah lui a fait remonter énormément ses intentions positives par rapport à ses citoyens. Oui, vécu comme une humiliation, évidemment, au sein même à la fois des Palestiniens et du Liban, et en tout cas de tous ceux qui soutiennent le Hamas. Il a même, Benjamin Netanyahou, dit être investi d'une mission sacrée. Ça, c'était hier, à l'occasion de l'anniversaire du 7 octobre. Est-ce que... Enfin, les mots ont une importance quand même. Les mots ont une importance. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes effectivement sur une terre sacrée. C'est une Jérusalem, entre autres, la ville que les Palestiniens comme les Israéliens revendiqueraient comme étant la capitale de leur État. C'est une terre des 3 religions monothéistes du monde du Proche-Orient et du monde occidental, avec bien sûr les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, on ne remonte pas il y a 70 ans, on ne remonte pas à 1947 et 48, effectivement, mais en fait, on remonte bien plus loin. D'ailleurs, vous avez pour démarrer effectivement ce livre, dès les premières pages, à part l'introduction que j'ai surlignée évidemment, mais on voit tout de suite toutes les dates indiquées, et effectivement, on est à 1900-1800 avant notre ère.
Oui. 1800 et même 2000, les Hébreux ont pour capitale Jérusalem. Et puis, des allées et venues, moins 1800, les Hébreux quittent et se déplacent et vont en exode sur la Syrie, puis sur l'Égypte, puis des Philistins qui sont un peuple de la mer Égée s'installent en Palestine et fondent le groupe des Palestiniens. Et puis 1300 les Hébreux reviennent, 1100 les Palestiniens s'installent, et puis l'État en moins 900 l'État israélien se sépare en deux, et puis ça continue comme ça, et d'autres peuples envahissent aussi cette région, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Romains qui ont eu une influence très importante sur le Proche-Orient. Et puis, les Juifs s'exilent. En 1100, ils partent les uns vers l'Allemagne, les pays de l'Est et deviennent les Séfarades, les Ashkénazes, pardon, oui. Les Séfarades en Espagne, et puis un petit groupe part à Bagdad. Et on continue. L'Empire ottoman envahit toute la zone, alors que les Hébreux sont partis et les Juifs sont partis. Et puis, une sorte de pause s'installe pendant 400 ans. Les Juifs reviennent, sont chassés d'Espagne en 1492, et les Juifs s'installent. Installe une colonie à Jaffa, qui est l'actuel Tel Aviv, en 1880. Donc, alors, la suite, on la connaît, hein. Oui, ça c'est 150 ans. Mais effectivement, la suite, on la connaît avec la Première Guerre mondiale, oui. Puis la Seconde Guerre mondiale. Pardon, je fais un raccourci, oui, mais vous irez évidemment lire ou relire le livre de Gérard Dautel et Véronique Corgibet pour bien comprendre effectivement les faits historiques. Et encore une fois, pour redire à quel point l'éducation, effectivement, la culture, la connaissance permet de comprendre finalement notre passé. Donc, on arrive effectivement à cette décision prise par l'ONU. Alors, je ne sais pas si c'était la Société des Nations d'ailleurs à l'époque, mais l'ONU déjà, voilà. Suite à la victoire des Alliés en 1945. Et oui, et suite surtout au drame de la Shoah. L'Occident a été tellement culpabilisé des 6 millions de morts juifs exterminés pendant la guerre de 39-45 qu'il a semblé évident d'attribuer un territoire aux Juifs sauvés de ce drame. Et plusieurs États ont été évoqués, mais l'État le plus historique était évidemment celui de la Palestine. Tout ça s'est passé sans l'accord des Palestiniens qui étaient sur place. Oui, décision prise aussi par les Britanniques. Et encore une fois, il va falloir relire le livre pour bien comprendre l'impact de tout ça. Je parlais tout à l'heure, évidemment, je faisais allusion au Hezbollah, au Hamas, à ces mouvances extrémistes. On en parle beaucoup, effectivement, dans la société aujourd'hui, dans la presse. On les évoque sans vraiment savoir exactement ce que ça veut dire. Donc j'aimerais qu'on y revienne. Mais avant cela, juste puisqu'on parlait des mots et de l'importance des mots, ces mots qui ont été réutilisés aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, génocide, résistance. Que dire effectivement de ces mots employés, peut-être pas forcément à bon escient? Alors nous les définissons au fur et à mesure, Gérard Dautel puis moi, nous les avons définis à quel moment il est important de parler de terrorisme, à quel moment il est important de parler résistances. Mais vous savez qu'il a été exactement la même problématique, c'était vu, évoqué au moment, de notre territoire français pendant l'occupation allemande. Est-ce que les résistants étaient des résistants ou est-ce que c'était des terroristes? C'est toujours un problème de point de vue. Problème de point de vue, effectivement, mais là, on ne parle pas de point de vue, on parle de faits historiques. C'est surtout ça qu'il faut distinguer, et c'est peut-être ça aussi qu'il est compliqué d'opérer pour les enseignants aujourd'hui. Quand on parle éducation, je parlais des mouvances extrémistes. La classe politique française, aujourd'hui, est très polarisée autour de ce conflit. Française et d'ailleurs internationale aussi, hein, bien entendu. C'est ce que recherchent aussi les mouvances extrémistes, le fait qu'on soit tout d'un coup pour l'un ou pour l'autre, encore une fois. Bien sûr. On parlait tout à l'heure d'un problème de survie des chefs d'État et des chefs de mouvement. Hamas a tout intérêt à faire déborder la cause palestinienne, bien sûr, en dehors de la région.
Israël a tout intérêt aussi à faire déborder le conflit parce que il y a un problème de fourniture d'armes, bien sûr, et il y a intérêt à ce que tout le monde soit mobilisé sur ce conflit. Alors, après, il y a quand même des faits qui sont dramatiques sur place, c'est-à-dire que la différence de victimes de chaque côté est incommensurable. C'est impossible de comparer le nombre de décès. Dans un des cas, il y a de grosses, dans le cas d'Israël, il y a de grosses armes et de grosses quantités de matériel et d'armes et de moyens. Du côté du Hamas, il y a évidemment beaucoup moins d'armes. Et puis le Hezbollah est instrumentalisé et envoyé au front par l'Iran. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie demande de compréhension de la situation de la part de la jeunesse aujourd'hui, ou est-ce que vous sentez qu'il continue, comme certains le pensent, beaucoup de parents, qui continuent de s'informer sur les réseaux sociaux de manière un peu basique et un peu trop rapide? Alors je pense qu'ils continuent beaucoup à s'informer sur des réseaux sociaux, je pense qu'ils en parlent aussi entre eux, et un livre comme ça permet justement d'éviter toutes les fake news, de remettre en perspective le nombre de blessés, le nombre d'actions qui dramatisent et peut-être qui biaisent un tout petit peu les informations. Quand on parle des images sur les réseaux sociaux, certains terroristes se sont filmés le 7 octobre. Ces images sont absolument monstrueuses. Oui. Elles ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Elles sont d'une rare cruauté. Oui. On les a vues passer. On a vu aussi un certain silence de la part d'autorités internationales sur les exactions commises sur les femmes notamment. Pourquoi déjà? Et est-ce que vous pensez que cette course à l'image pousse aussi aux représailles? Alors je pense effectivement que cette course à l'image dramatise les situations, les rendent addictives aussi. C'est extrêmement troublant. On se fait aspirer par le regard et on devient voyeur. Les autres sont exhibitionnistes. Je pense aussi que tout le monde souffre. Ces soldats qui ont montré une espèce de violence sur les corps de leurs ennemis, c'est très typique de gens qui souffrent. Et quand on voit ces images, on ne peut que effectivement souffrir. Évidemment, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe ailleurs. Et pour autant, on a l'impression que certains vivraient leur vie comme si il ne se passait pas grand-chose finalement dans le reste du monde. Est-ce qu'on a une sorte de dissociation comme ça aujourd'hui qui s'opère entre ce qui se passe finalement chez nous, dans notre petite contrée, dans notre petit village ou ville, et puis finalement on est complètement, désolidarisé de ce qui se passe à l'étranger. Je pense que nous avons aussi un problème nous-mêmes de survie. On ne peut pas tous les jours se martyriser en pensant que effectivement notre vie est facile, agréable, et avoir en permanence le drame sous nos yeux. Et les répercussions, on les voit en France. Alors les actes antisémites, par exemple. Eh bien sûr, 900 actes antisémites depuis le début de l'année, le double de ce qui se passait l'année dernière. Et mais les deux assassinats des deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. Exactement, dont on va fêter bientôt, il va y avoir une commémoration. Alors c'était bien avant effectivement le 7 octobre, faut bien le redire. Mais effectivement les actes antisémites étaient déjà là. Et ça me permet de rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait Gérald Darmanin, le jour même effectivement de l'attaque du 7 octobre, a demandé à ce que les lieux de culte juifs soient protégés, ainsi que les écoles. Donc ça veut dire qu'on anticipait déjà en fait la problématique de l'antisémitisme et des actes antisémites en France. Oui, et c'est pour ça qu'il est très, très important dans les écoles d'en parler. Alors après, c'est très délicat d'en parler. Ce sont les professeurs d'histoire qui doivent parler de tout ça, ou les professeurs de philosophie. Mais nous avons besoin de personnes neutres, comme les professeurs, qui sont neutres parce qu'ils remettent en perspective pour parler à nos élèves. Les répercussions sont aussi énormes dans les territoires touchés et on imagine à Gaza le cauchemar et l'enfer que vivent tous ces civils, tous ces enfants qui ne vont notamment plus à l'école, qui n'ont plus de quoi se nourrir, plus de quoi
d'aller à l'hôpital, se soigner. Ils sont dans une angoisse folle. Certains professeurs qui tentent quand même de donner cours, de faire l'éducation, parlent de manque de concentration. Évidemment, parce que eux aussi sont sûrement en dissociation. Enfin, ils ont vécu des horreurs, ils ont vécu des survies. Ils ont besoin aussi de l'école pour se reconstruire. Vous savez, quand un enfant est malade, par exemple, en France, enfin dans tous les États qui ne sont pas en guerre, il est très très important de faire l'école à l'hôpital pour faire comprendre à l'enfant qu'on croit en lui, on croit en son avenir, parce qu'il est important qu'il soit éduqué pour plus tard. Qu'il se projette et qu'il ne croit pas que sa vie est finie. Et là, c'est pareil pour les enfants de Gaza, bien sûr. Merci beaucoup Véronique Corgibé d'être venue sur ce plateau. Livre Israël-Palestine, une terre pour deux que vous avez écrit avec Gérard Dautel. C'est paru chez Actes Sud, en espérant qu'effectivement une fin et une paix soit possible le plus rapidement possible, une paix au centre des discussions. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Axelle Gay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Axelle. Vous êtes cofondatrice et dirigeante de l'Éclap Édition et puis cofondatrice également de ce jeu, Déconnexio. On voit bien qu'il y a un lien avec la connexion, avec évidemment le temps des écrans. Les écrans, ça concerne tout le monde, hein, même nous, journalistes, et même la télévision. Bien sûr, on est vraiment tous concernés, surtout aujourd'hui. Mais ce jeu, on l'a voulu pour les enfants et aussi pour la famille, pour pouvoir aborder ce sujet, parce que c'est quand même important d'en parler. Alors parlons du jeu avant de parler évidemment de la problématique du temps d'écran. Un jeu qui se joue là, j'ai pris des cartes un peu au hasard. Donc, c'est un peu comme un autre jeu qu'on connaît bien, qui est un jeu de mémoire. On prend des cartes, on les met dans ce sens-là, c'est bien ça, Axelle ? Voilà, donc comme c'est un jeu familial, disons, oui. Le but c'est de retrouver des paires. Donc on peut essayer, mais attention, il va y avoir des cartes pièges cachées dedans. Donc en fait, il va falloir faire travailler sa mémoire et son sens de l'équipe parce que c'est un jeu coopératif. Donc si vous trouvez des paires, en fait, on va gagner ensemble. Ok, alors bon, moi j'essaye, on va voir. Un peu au pif, ça ne marche pas. Donc j'ai retenu, vous aussi. Ok, on va peut-être pas jouer pendant toute l'interview, mais on va essayer de retrouver une paire. Voilà, vous avez trouvé une paire, parfait. Voilà, j'ai trouvé une paire. Peut-être la montrer pour qu'on comprenne effectivement ce dont on parle. Et ce qui va amener justement la discussion avec ses enfants. Exactement. Donc on le voit ici, ces deux paires, elles ne sont pas exactement pareilles. Il y a une situation avec écran. Donc là, c'est un repas de famille où on voit tout le monde devant son écran, sa tablette. Et l'autre situation qui est la même situation, mais sans écran, où on a un repas justement, où on voit du lien social, où on s'amuse, etc. Et donc, pour parler justement de le repas, c'est cool si des fois on peut être ensemble plutôt qu'être un peu dans sa bulle et dans son écran.
Oui, voilà, c'est toujours une matière, en fait, une façon de pouvoir discuter davantage avec ses enfants, avec son entourage et de pouvoir prendre conscience des risques potentiels des écrans. Donc bon, c'est un jeu de mémoire, on l'a compris, et plus on a de cartes, évidemment, de paires, donc, plus on gagne. Voilà, le but, c'est donc de retrouver toutes les paires avant que la planète ne devienne complètement déshumanisée. Donc par exemple, là, vous avez retourné une carte gage, piège, la data center. Celle-ci. À chaque fois qu'on la retourne, en fait, on réchauffe une partie de la planète. D'accord. Et la carte data center revient dans le jeu. Donc là, il faut vraiment mémoriser où est-ce qu'elle est, parce que si on la retourne 4 fois, la planète devient complètement déshumanisée et on a perdu tous ensemble. C'est pour ça que c'est un jeu coopératif. En fait, on n'a qu'une planète. Donc le but, c'est de se souvenir d'où est la carte data center. Il y a aussi d'autres cartes pièges qui sont dissimulées, qui vont nous mettre un peu des bâtons dans les roues. On va devoir tourner sur soi-même, par exemple, et qui vont nous mettre des difficultés à retrouver les paires. Et c'est ce qui va rendre le jeu surtout plus fun. Donc, Déconnexion, en fait, c'est à la fois pour parler de l'impact des écrans, c'est-à-dire le temps d'écran, ce qu'on va y voir aussi, mais aussi l'impact écologique, puisqu'on le voit bien avec la Terre. Effectivement, on a voulu traiter tous les impacts des écrans, donc qui sont sociaux. Là, on voit surtout la question du lien humain, mais qui ont aussi des impacts sur la santé, voilà, sur la vue, le sommeil, le développement cognitif, surtout chez les enfants, mais qui ont aussi des impacts environnementaux et sociétaux. Il y a un large impact assez large, donc qui est tout dit dans le livret et en même temps qu'on peut voir sur les différentes situations dans le jeu. L'impact environnemental, c'est bien sûr les batteries, c'est tout le système en fait oui. pour pouvoir... Alors tout ce qui est environnemental, donc là on l'a synthétisé avec les data centers, mais bien évidemment il y a tout ce qui est fabrication des outils, le recyclage des outils numériques qui est très compliqué, voilà, et tout un tas de choses. En fait, l'industrie numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre. C'est presque autant que l'aérien, donc c'est pas rien. C'est pas rien, c'est certes, mais c'est vrai que le numérique permet aussi peut-être d'économiser aussi beaucoup de papier imprimé, etc. Donc il faut pouvoir doser, il faut pouvoir avoir un propos assez intelligent sur la question. Les enfants français acquièrent leur premier smartphone à 11 ans et 4 mois en moyenne, selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est réalisé par Ipsos et ça a été révélé ce mardi. Est-ce que c'est trop tôt, selon vous, 11 ans et 4 mois ? Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Parce qu'effectivement, un téléphone portable, un écran, on le sait tous, c'est très utile aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Combien de temps on passe devant ? Par exemple, les jeunes passent 80% devant leur écran pour du divertissement. C'est pas forcément pour s'informer, pour apprendre, c'est pour s'amuser. Alors certes, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est à l'encontre aussi d'autres divertissements qu'on pourrait avoir et qui vont développer des liens sociaux, du développement même physique et tout un tas de trucs de créativité qui vont être bons pour le développement des enfants. Le contenu, effectivement, selon l'étude, près de 70% des enfants âgés de 7 à 17 ans utilisent Internet quotidiennement, effectivement, avec une préférence pour les services comme YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram et Snapchat. J'aimerais votre avis sur la question, avec en moyenne 4 heures par jour sur les smartphones. Alors, encore une fois, on parle de smartphones, c'est-à-dire des téléphones qui permettent d'aller sur des réseaux sociaux. Mon avis, par rapport à la... Tout aussi négatif, YouTube, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Instagram, enfin... Je mettrai une balance, il n'y a pas de positif, de négatif. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout... être conscient de ce qu'on va voir, de ce qu'on va chercher. Pourquoi pas, hein, moi je suis la première à passer des fois du temps sur Instagram. Mais voilà, j'essaye de réduire mon temps dessus parce qu'en fait c'est aussi du temps qui m'est précieux que je pourrais faire autre chose. Quand ces jeunes justement jouent à Déconnexion, le jeu que vous avez, que vous avez inventé, que vous avez pensé, est-ce qu'ils ont conscience réellement au début de ce jeu, au démarrage, de l'impact des écrans ? Est-ce qu'ils arrivent finalement à s'en défaire assez facilement ? En vrai, ça va dépendre des enfants, mais pour ceux que j'ai vus, ils le savent. Je pense que leurs parents leur répètent souvent, ou que ce soit leurs professeurs. Donc, oui, ils le savent. Après, ça va aussi dépendre de l'âge des enfants. Mais voilà, déjà, le jeu, c'est aussi une solution pour passer du temps hors écran. C'est un jeu physique avec des cartes.
Un jeu physique avec des cartes, donc on joue effectivement en famille, on joue avec des copains. C'est un jeu qui a été pensé, donc je le disais, par vous et aussi l'association Lève les yeux. Cette association, elle a quel but en dehors effectivement de libérer l'enfant peut-être du temps d'écran? Justement, Lève les yeux, son but c'est de sensibiliser sur les effets des écrans et d'essayer de justement peut-être mettre un petit peu moins d'écran dans les écoles ou en tout cas qu'on puisse l'utiliser à bon escient. D'accord. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Axelle Gay. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et dirigeante de l'Éclap Édition. Ce jeu Déconnexio qu'on peut retrouver partout, hein. Oui, il est disponible en librairie à partir du 25 octobre et sur notre site internet eclap.fr, eclap.fr. Voilà, un jeu coopératif dont l'objectif est de remplacer les situations avec écran par des situations sans écran. Merci à vous. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique Vue à l'étranger, vous nous emmenez en Chine, où la jeunesse chinoise imite les oiseaux. Oui, des étudiants chinois, des oiseaux, les réseaux sociaux, 3 ingrédients qui donnent vie à la dernière révolte en cours des jeunes chinois qui dénoncent le ralentissement de la croissance économique, la pression des études et le taux de chômage. Depuis le mois d'août, ils imitent des oiseaux accrochés aux barreaux de leur lit, comme on peut le voir sur ces vidéos provenant du réseau social Douyin, la version chinoise de TikTok. Ce phénomène décrypté par le New York Times, c'est le Dang Niao, se traduisant par se prendre pour un oiseau. Car le rêve de ces étudiants est d'échapper à la hustle culture, la poursuite démesurée de la réussite professionnelle. Leur rêve, être libre comme des oiseaux et se détacher des exigences imposées par le gouvernement. Alors, j'avais pas le son sur la vidéo, mais je l'ai imaginé et je suis très curieuse d'aller voir. Que reproche la jeunesse au gouvernement chinois? Alors, l'histoire qu'on leur a racontée dès leur plus jeune âge, à savoir qu'ils auraient un avenir brillant s'ils étudiaient et travaillaient dur, semble de plus en plus douteuse à mesure que l'économie chinoise ralentit, précise Biao Xiang, expert de la société chinoise et directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie sociale en Allemagne. Alors, la jeunesse chinoise dénonce plusieurs choses. Tout d'abord, les conditions de travail et le fameux 996 qui consiste à faire travailler les employés de 9h à 21h, 6 jours sur 7. 12 millions de nouveaux diplômés chaque année, ce qui sature le marché de l'emploi. Marché de l'emploi marqué par un chômage qui varie entre 17 à 21% à la sortie des études. Bref, c'est l'hyperproductivisme de l'État qu'il dénonce. Donc pour dénoncer, si je comprends bien, cet hyper-productivisme, cette poursuite excessive à la réussite professionnelle, ils imitent donc des oiseaux. Peut-être que je vais le faire bientôt. Comment est née cette tendance? Vous avez tout compris, Virginie. Eh bien, voici une photo provenant du compte Douyin de Zhao Weisheng, étudiant en biologie, perturbé à l'approche de ses examens. Il a aperçu des oiseaux par la fenêtre de sa salle de classe. Déclic, il a décidé de les imiter car, je cite, il enviait leur liberté. Et en légende, on peut lire « N'étudiez plus, soyez un oiseau ». Et c'est pas la première revendication. Non, tout à fait. Ce qui est intéressant chez la jeunesse chinoise, c'est qu'ils sont pleins de ressources et ils savent utiliser les réseaux sociaux pour revendiquer les dispositions gouvernementales. Je vous donne quelques exemples. En 2021, le hashtag Tangping revendiquait le droit à la paresse. Pour cela, les étudiants s'allongeaient sur le sol sans bouger, comme on peut le voir sur ces images prises sur les réseaux sociaux Douyin ou X. Cette tendance dénonçait le rythme de travail intensif et vous imaginez bien que dans un pays où on autorise 10 jours de congé par an aux employés, ce fut une tendance osée. 2022, deuxième tendance. Alors après s'être allongée, la jeunesse chinoise opte pour le hashtag Beilan et comprenez par là se laisser pourrir. Un sentiment collectif où les jeunes chinois préfèrent accepter une situation qui se détériore plutôt que de la changer. Bref, c'est le ras-le-bol. Et jamais 203, comme on peut le voir sur cette image provenant de Douyin, les trentenaires vont au travail en pyjama pour dénoncer les conditions de travail épuisantes grâce au hashtag tenue inélégante au travail. Moi, j'ai pas des pyjamas comme ça, hein, franchement. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette tendance du Deng Niao, je le dis bien, ou comment se prendre pour un oiseau? Alors, se faufiler dans un t-shirt trop grand, se percher sur un meuble accroupi et chanter tel un maître corbeau sur son arbre perché. Les étudiants chinois s'étaient déjà insurgés contre les mesures trop restrictives de la Chine durant le Covid. Et si le gouvernement avait revu ces mesures, la jeunesse chinoise reste tout de même très inquiète de la situation économique du pays. Reste à savoir si, cette fois, les oiseaux feront assez de bruit pour se faire entendre. Oui, les réactions du gouvernement, on les attend. Merci beaucoup, Louisa. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap.
vous êtes doublement neuroatypique, à la fois autiste, Asperger de haut niveau et synesthète. Alors autiste, Asperger, on en a déjà souvent parlé sur ce plateau, peut-être qu'on y reviendra, mais alors synesthète, jamais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? La synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui touche peut-être 4 ou 5% de la population. Phénomène où, quand on a une perception de quelque chose, c'est doublé d'une autre perception. Donc, c'est-à-dire, chez moi, je vois les mots et les chiffres également en couleur, avec des textures, avec des formes, des personnalités même parfois. Voilà, alors je disais que le 37, vous paraissez grumeleux comme du porridge, toujours. Toujours. D'accord, et les prénoms, ça marche avec les prénoms? Ça marche, ça dépend du prénom, parce qu'il s'agit de la couleur de la première lettre. D'accord, donc Emmanuel? C'est vert. C'est vert, ok, super. Guillaume? Guillaume, c'est vert aussi, mais pas le même type de vert. Et vous racontez systématiquement votre histoire? Vous avouez que vous étiez un illettré? Alors ça m'arrive, ça dépend des situations. Des fois dans les accompagnements, quand c'est pour accompagner pour un CV ou des difficultés scolaires, ça m'arrive de raconter. Soit aux parents aussi, en disant ayez confiance à votre enfant. Parce que moi, je suis passé par des difficultés comme ça et je m'en suis sorti. Voilà. Et puis après, aux jeunes aussi, ça m'arrive, où ils voient encore quand j'ai des difficultés, des fois quand j'ai à lire quelque chose, j'ai encore des restes. Il y a des restes. Parce qu'en plus d'être illettré, je suis dyslexique, donc j'ai aussi des fois des difficultés. Et donc là, je l'assume plus maintenant. Donc des fois de me tromper de mots ou de lettres, etc. en disant ça n'a pas été toujours facile pour moi, je m'en suis sorti. J'ai eu ce fameux diplôme où j'ai fait d'autres choses malgré tout ça. Donc tu peux y arriver. C'est ce que je dis dans mes conférences, parce que ça fait plusieurs années, je fais des conférences dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de formation aussi. 9 Français sur 10 à le demander, entre autres. Comment vous expliquez cette préoccupation croissante de la part des Français qui, de ce que je comprends, ça n'était pas tout à fait le cas les années précédentes, c'est ça? Alors, c'est la première fois qu'on pose ces questions et c'est dans la suite du rapport qui a été remis au président de la République en avril 2024 par la commission dite écran et qui a essayé de faire un point très précis sur la question de l'usage des écrans par les enfants, au sein des familles, mais également hors les familles, et qui a documenté précisément les risques et qui a fait 29 recommandations. Donc on a voulu interroger spécifiquement les Français sur 4 ou 5 de ces recommandations. Pourquoi ça intéresse quand même les Français, cette histoire-là? C'est parce qu'au travers d'autres questions du sondage, les Français reconnaissent qu'ils perdent pied dans ces usages-là. On a quand même un quart, un tiers, voire parfois, selon les questions, 50% des Français qui disent qu'ils savent que c'est trop, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Ah oui. Ils savent qu'au moment du repas, ils continuent. Ils savent qu'au moment du coucher, ils sont toujours avec le téléphone. Ouais. Et cette question-là, qu'on a adressée aux 15-75 ans, elle traduit bien quand même, elle donne déjà un élément de réponse sur est-ce que c'est une addiction ou pas. Là, on commence à s'en rapprocher. L'addiction, c'est du plaisir au besoin. J'allais vous demander la définition, justement. C'est une maladie cérébrale, chronique, récidivante, qui fait qu'on ne peut plus s'empêcher de répéter des comportements. Et on est vraiment là au cœur de certains mésusages et usages problématiques d'écran, je le pense. Donc quand la commission écran a déjà fait des tas de recommandations très intéressantes, notamment reprenant la recommandation qui est plutôt reconnue internationalement maintenant, pas d'écran avant 3 ans, et puis une prise en main très progressive des écrans par les plus jeunes. C'est l'idée de... Avant 6 ans, on peut, mais doucement, avec un entourage, sur des contenus éducatifs. Encadrés, etc. Voilà. Et là, il y a eu des recommandations plus radicales, et c'est celle-là qu'on a testée dans le sondage. Par exemple, est-ce que dans les lieux de garde et d'accueil de la petite enfance, donc avant 3 ans, est-ce qu'il faut bannir totalement les écrans? Et les Français nous disent, mais une immense majorité, oui. Ensuite, il y a la question de la tranche 3-6. Là, on est sur la maternelle. Est-ce que là aussi, il faut bannir les écrans de ces accueils collectifs en maternelle? La réponse est encore très majoritairement oui. Leurs enfances, qui sont quand même souvent un petit peu compliquées, et notamment parce que c'est le moment où on rencontre à la fois les normes, et ils ont un rapport complexe aux normes, et les autres. Et le rapport aux autres n'est pas super simple non plus. Non.
C'était mon cas aussi, donc né dans la banlieue londonienne, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi dans les années 80, c'était pas facile, on connaissait pas l'autisme à l'époque, très peu. J'étais très sensible, ce qu'on dirait aujourd'hui hypersensible, par rapport aux lumières, par rapport au bruit. J'avais des crises d'épilepsie, ce qui est malheureusement assez courant chez les personnes neuroatypiques, heureusement soignées depuis très longtemps. Mais j'ai adoré les livres, j'ai adoré lire. La lecture m'a aidé à apprendre l'empathie, parce que dans les livres, surtout dans les romans, il y a des dialogues, on apprend à lire littéralement dans les pensées des autres. On apprend les émotions, on apprend le rapport à l'autre. Donc ça m'a beaucoup aidé et sans doute c'était le début de ma vocation d'écrivain. Avec des parents tout à fait formidables. Et ça aussi, on le voit quasiment dans tous les parcours de vie que vous racontez, le rôle des parents. Alors, c'est une banalité que de le dire, parce qu'il est essentiel en toutes circonstances. Oui. Mais j'allais presque dire, il est encore plus quand on a un enfant neuroatypique. C'est ça. Il y a l'histoire, par exemple, de Billy qui est non-verbal. Et lui, mais c'est un enfant doté de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'humour, de beaucoup de sensibilité, mais ça ne passe pas par la parole. Donc il était obligé d'apprendre autrement. Et la maman, le papa aussi, d'apprendre avec lui comment faire, quelle technologie utiliser pour l'aider à s'exprimer, la peinture aussi, la musique, d'autres moyens qui n'ont pas l'obligation de passer par le langage, parce que pour lui, le langage, c'est quelque chose qu'il n'utilise pas. Et Stéphane, j'imagine que l'approche est différente quand vous êtes dans un établissement et quand vous êtes dans la rue, en fait. Quelle est la différence ? Alors, dans la rue, c'est du live, comme on dit. On joue avec l'environnement, on échange avec l'environnement. C'est des techniques d'approche selon les publics, hein, parce que je travaille dans les quartiers défavorisés, dits prioritaires. Donc ça va dépendre à quelle heure aussi je vois les jeunes ou les moins jeunes, voilà, et dans quel état ils sont. Voilà. Et puis, il y a tout un travail d'approche, voilà. Et puis après, c'est la question de la confiance. Et Stéphane, vous sentez que votre parcours les touche, les influence ? Oui, surtout quand là, ils essayent de suivre ce que je fais. Souvent, régulièrement, ils me demandent « c'en est où ton livre ?» Ou certains, ils ont les articles, ils font diffuser les articles. Et certains m'ont proposé même de payer le livre. La sortie du livre, ils voulaient payer. J'ai dit non, moi je vais me débrouiller comme d'habitude tout seul. Voilà, ils me soutiennent et puis ils disent tu nous représentes. Certains, ils voulaient même, ils ont le projet, alors je sais pas de faire une fresque. Je suis pas encore mort, mais ils voulaient faire une fresque sur un des quartiers comme ils font souvent. J'aurais dit attendez un peu les gars. Mais c'est vrai que je suis un exemple. Je dis modestement maintenant, j'accepte et puis pour beaucoup, je suis un exemple de réussite. Parce que quand ils savent, ils ont su aussi, au-delà de mon illettriste, tout ça, que je viens aussi de quartier comme eux. Voilà. Donc j'ai connu aussi les galères, etc. Et que, comme je dis dans mon sous-titre, les mains tendues, grâce à elles, j'ai choisi les bonnes mains. La pause numérique expérimentée dans 200 collèges là, à partir de la rentrée 2024, c'est une mesure complètement inédite. Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de ces résultats justement que vous avez eus avec votre baromètre ? Est-ce que c'est une bonne initiative ? Est-ce que ça pourrait permettre justement d'aider les familles, les parents à réguler l'usage des écrans ? Et est-ce qu'on peut évaluer d'une manière ou d'une autre l'efficacité d'une telle mesure ? Alors elle est trop récente bien sûr pour l'évaluer, mais elle s'adresse aux collèges, à 200 collèges. 50 000 élèves, et elle ne fait qu'amplifier ou essayer de mettre en œuvre en fait une interdiction qui est déjà posée. Dans les collèges, normalement, on n'utilise pas son téléphone, ainsi qu'à l'école. Donc évidemment, ça va dans le bon sens. Il appartiendra à la nouvelle ministre en charge de l'éducation de voir quelles sont les remontées, retours, évaluations s'il y en a, pour savoir si effectivement, comme ça avait été souhaité à l'époque de Nicole Belloubet, est-ce qu'on va vers l'extension de ce type de dispositif qui permet encore une fois de mettre l'accent et de trouver les conditions opérationnelles de mise en œuvre de quelque chose qui est dans la loi. Mais ce qu'on voit dans notre sondage, c'est qu'au-delà de l'école, au-delà du collège, il y a peut-être aussi quelque chose à inventer dans les lycées.
Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. À la réalisation aujourd'hui, c'est Kylian Soula. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Eva Troller. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et bien sûr, Louisa Garotia, aujourd'hui à la chronique et puis au JT. Merci beaucoup. Merci Virginie. On vous retrouve vite. Vendredi. Ben voilà, c'est ça, on sera là vendredi. Bonne soirée à tous, ciao.